classement du divorce pour faute par la formule du divorce faillite, une grande révolution dans le droit familial, et la préférence législative du droit belge. Je vais juste vous donner un petit exemple ici du droit belge pour la formule de l'accord, qui devient en matière d'hébergement par exemple la modalité première. On cherche d'abord à vérifier s'il n'y a pas un accord entre les parents avant d'envisager éventuellement l'hébergement égalitaire, sauf s'il est demandé par l'un des deux et sauf s'il n'est pas contraire à l'intérêt des enfants. Donc on voit bien là la primauté de cette référence à l'accord, cette fonction ou cette figure du contrat qui est très fortement mise en avant dans le droit matériel de l'ancien, maintenant Code civil belge, puisqu'il faut bien effectivement s'y habituer. Alors, outre cette égalitarisation législative qui est très formelle des normes familiales, on va aussi voir être promu de manière très appuyée des offres de justice différentes, la médiation, la conciliation, le droit collaboratif, pour accompagner les trajectoires de désunion conjugale. Alors évidemment, ces évolutions d'offres de justice font écho à une volonté non seulement législative de démocratisation des relations conjugales dont je vous parlais, mais elles permettent aussi de sans doute gérer quelques flux de contentieux et de permettre, parfois elles sont aussi utilisées pour permettre d'évacuer certains dossiers. C'est parfois très clairement indiqué de cette manière-là par le ministre de la Justice. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir sur des... Donc c'est mon deuxième point, sur un arrêt sur image, sur ce qui se passe, pas exactement dans une salle d'audience, mais quand on prend la petite porte à côté, dans les petits bureaux qui sont utilisés par les juges pour faire de la conciliation judiciaire et plus exactement de mettre en œuvre la nouvelle mission qui a été confiée au tribunal de la famille, de mettre en œuvre des chambres de règlement amiables, et qui me semblait être un petit peu l'épicentre de cette figure de l'accord entre parents, tel qu'il va être piloté, encadré par un personnel judiciaire. Et donc on a ici vraiment une rencontre entre le privé et le public d'un nouveau type, puisque grâce à la remise au goût du jour de cette vieille figure du juge conciliateur, on a un juge qui est donc un agent qui représente très bien la justice publique, mais qui va accompagner des personnes dans la conclusion d'un accord. Et donc on a bien une hybridation, on ne sait plus très bien, on est un peu dans le brouillage entre le public et le privé. J'aimerais voir avec vous qu'est-ce que ça donne en pratique et reprendre un petit peu l'invitation de partir d'une optique plutôt matérialiste et de regarder ce que font les juges et les parties en présence. Et donc, ce que j'ai fait, et c'est là toutes les limites du dispositif ethnographique, c'est de me rendre dans un des tribunaux de la famille belge. Donc, évidemment, il y a une limitation très claire par rapport aux matériaux que je discute ici, puisque les tribunaux de la famille en Belgique ont un peu tous chipoté pour trouver les meilleures manières de mettre en œuvre ces chambres de règlement à l'amiable. Certains ont dispatché, ont fait des tournantes au sein des juges en place pour assurer des permanences de règlement à l'amiable, tandis que d'autres se sont véritablement spécialisés et ont confié à certains magistrats bien la tenue de ces chambres-là. Et donc voilà, pour des raisons tout à fait d'anonymat, je ne vais pas vous en dire plus exactement sur l'endroit où j'ai fait ces observations, mais je pense qu'elles gardent un potentiel significatif dans l'analyse de la manière dont se rencontrent les demandes des justiciables et la manière dont les juges vont piloter, chacun un peu à leur manière, les accords qui leur sont proposés ou qu'ils vont fort solliciter, puisque comme Olivia le disait, il y a beaucoup de contrats d'adhésion et on est toujours dans le cadre plutôt de contentieux massifs. Alors, pourquoi le qualitatif ethnographique plutôt qu'une autre méthode d'analyse? Eh bien,
bien, je crois que cette méthode-là permet de rentrer dans les détails de l'interaction, de comprendre la thématisation des discours, des récurrences, et que par ailleurs, il y a très peu de chiffres. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir accès pour le tribunal qui m'intéressait pendant les 4 mois durant lesquels j'ai mené mes observations. J'ai pu, grâce au greffe qui était particulièrement collaborateur, enfin, qui a été très gentil et qui a bien voulu partager ou faire des statistiques pour moi, mais ces statistiques n'existent pas, je pense, au niveau général. Mais pour l'année de référence durant laquelle j'ai travaillé, il y a eu 165 affaires fixées dans cette chambre de règlement amiable dans laquelle, lorsque moi j'ai fait mes observations, j'ai pu voir 5 juges différents, donc 4 juges différents siéger pour en tout 13 affaires fixées. Et sur les 165 affaires fixées durant l'année, le greffe m'indique qu'il y a 101 jugements d'accord. Alors évidemment, il y a des accords partiels, hein, c'est pas toujours des accords total, mais tout ça pour vous indiquer que c'est quand même assez indicatif du pouvoir du juge dans la suggestion de l'accord, et que c'est aussi dans pourquoi plutôt observer plutôt que de faire des entretiens avec les juges. Par exemple, eh bien, les juges, comme tout le monde, ils n'ont pas toujours une très bonne représentation de ce qu'ils font, ou en tout cas, ils peuvent avoir une bonne représentation de ce qu'ils font individuellement, mais pas toujours de manière collective. Et là, même au niveau individuel, c'était pas tout à fait ça, puisqu'elles me disaient toutes, puisque c'était principalement des dames, que elle n'allait pas y arriver. Et il y en a une qui a, après vérification de mes petits chiffres avec le greffe, 100%, c'est-à-dire que dans toutes les affaires, elle est parvenue à obtenir un accord, même partiel. Donc on voit qu'il y a des juges qui ont sans doute une appétence particulière ou des dons particuliers pour la conciliation. Cela étant dit, j'ai aussi un peu vérifié les chiffres, mais là, comme je vous disais, je travaille sur 13 affaires, c'est pas le quantitatif qui m'aidera ici, mais globalement, s'il y a bien 2 styles de juges différents, un juge très pédagogique qui va expliquer les choses, mais qui va aussi fort encadrer, fort moraliser les parties qui comparaissent devant elle, et un autre style de juge beaucoup plus technique qui va bien plus s'asseoir sur la présence des avocats, parfois ne pas regarder les parties, essayer de trouver les points d'accord dans l'aide de ces techniciens et ces traducteurs que sont les avocats. Et bien globalement, là dans mes 4 juges qui étaient quand même assez... avait une différence très marquée, si on globalise leurs chiffres, en fait on ne voit pas de grande différence dans le succès des uns et des autres. Par contre, ce qui est très clair, c'est que les difficultés d'obtenir des accords résultent plutôt des caractéristiques des affaires et des difficultés ou de l'intensité des conflits qui peuvent caractériser ces différents conflits. Alors pour ce qui concerne les parents et les avocats qui comparaissaient, quelques mots. Une première remarque sur les 10 affaires vraiment que j'ai pu analyser de manière plus substantielle, puisque les autres n'ont pas été tout à fait plaidés. Il y avait seulement 4 couples qui avaient choisi un mode d'hébergement égalitaire alterné, alors que c'est le modèle, vous l'avez vu, hein, qui est privilégié, disons, par le législateur. Donc on voit toujours un décalage très manifeste entre le modèle transmis par le législateur et ce que les couples bricolent entre eux et vont offrir aux juges. Un seul cas sur les 10 était arrivé en tant que demande de conciliation en tant que telle, et c'est un des 3 cas qui n'aboutit pas du tout à un accord. Donc on a là des justiciables qui viennent pour cette mission de conciliation et qui sont renvoyés en dehors. Ils vont même plus continuer la procédure, ils ont vraiment disparu, parce que j'ai eu l'occasion ensuite de revenir au greffe et de voir quelques années après si les dossiers n'avaient pas évolué. Et les 2 autres affaires dans lesquelles aucun accord n'a abouti, eh bien j'ai pu constater qu'ils sont devenus volumineux, il y a eu des plaintes, des jugements, donc c'était vraiment des affaires très, très compliquées où les pairs demandaient
en fait un revirement du modèle d'hébergement chez la mère. Donc c'est ce qui est le plus difficile évidemment à arbitrer pour le juge, puisque le juge vient arbitrer ici plus des demandes. Alors comment fait-elle et comment font-elles et qu'est-ce que cela nous dit de cette nouvelle liaison entre public et privé telle qu'il est appréhendé par l'espace de la justice? Eh bien, les juges arrivent à trouver des accords en mêlant un registre technico-juridique, en anticipant les décisions de leurs collègues, donc en expliquant que si vous ne calculez pas la contribution de cette manière-là, attention, ma collègue de la chambre, machin, elle risque, et alors c'est vraiment calculatrice à la pluie, on y va, mais monsieur, vous avez 60%, madame 40%, et c'est irrésistible, évidemment, comme technique de négociation, enfin de conviction plus que de négociation. Et vous voyez ici, pour vous montrer à quel point la présence de ce registre normatif est très prégnante, que les magistrats, enfin certaines magistrates ont vraiment des canevas, des checklists qui vérifient, un peu comme elles le font dans une audience normale, elles vérifient systématiquement en filant leur scénario, les éventuels points d'accord qu'elles cherchent. Donc il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les parties d'investir de leurs propres demandes, de leurs propres formulations. Donc c'est très technique. Et intégré à ça, il y a aussi un registre moral très très important où les juges vont vraiment, dans un temps qui est par ailleurs très court, puisque celles que j'observais, qui m'ont gentiment accepté dans leurs audiences, n'avaient qu'une heure ou se donnaient une heure pour traiter un dossier. Donc c'est vraiment extrêmement réduit pour des personnes qui connaissent des techniques de médiation diverses et variées. Mais dans cette heure impartie, outre la référence et l'anticipation à des règles plus ou moins connues, et aussi la carte joker des règles d'ordre public, il y a énormément d'incitations de moralisation des parents, de demande de se transformer en communicateur, de trouver le registre émotionnel adéquat pour bien communiquer. Donc ici, je vous mets juste un petit extrait qui a trait aux règles d'ordre public, mais là, la manière dont les juges les amènent, la règle d'ordre public, c'est celle qui va faire évidemment obstacle à ce qu'un accord soit trouvé ou soit validé, homologué par le juge. Mais c'était depuis ma perspective, il était assez difficile de savoir quelles étaient ces règles d'ordre public. Je ne suis pas sûre non plus que tous les juges, tous les avocats avaient vraiment cette lecture-là en tête, puisqu'ici j'avais une avocate qui intervenait pour 2 parents, qui étaient des Guinéens réfugiés. Le père ne souhaitait pas d'hébergement secondaire pour un bébé, et la juge était un peu choquée qu'il n'aille même pas voir l'enfant. Lui, par la voix de l'avocate, donc qui était l'avocate de la mère, mais qui traduisait aussi pour lui, a eu une petite formule, évidemment, pour les anthropologues, tout à fait parfaite pour moi, parce qu'elle a dit « Chez nous, les Africains, les papas ne s'occupent pas des bébés ». Et alors là, on a eu une réaction assez forte de la juge qui a dit que c'était très bien d'avoir plein de manières de s'occuper des enfants, mais que quand même tous les bébés du monde avaient besoin de la présence de leur papa. Donc vous voyez la manière de moraliser très fortement cet espace-là, et vous voyez aussi sur qui ça peut tomber. Là, on a un couple de parents donc, qui n'ont pas chacun des avocats, des contributions très très réduites, et qui vont aboutir à faire un accord auquel ils n'ont sans doute pas compris grand-chose, qui en plus prend des points qui reflétaient sans doute mal ce qu'est leur réalité concrète, et se seront fait aussi moraliser ou un petit peu transformer, responsabilisés par la juge. Donc un constat un petit peu en demi-teinte sur cette conciliation judiciaire, cette manière de se faire rencontrer cette étau politique, cette manière un petit peu de responsabiliser, d'accompagner les familles, et ça on le voit dans les institutions
vraiment en public, mais aussi dans d'autres, dans des hôpitaux qui veulent, qui sont mobilisés par des candidats par an pour avoir accès aux FIV et autres moyens de contraception, disons non directement biologique. Il y a toute cette nouvelle psychologie qui est vraiment fortement diffusée, tant par les acteurs publics donc, que par des acteurs privés. Ici, au moins, il y a encore quelques garde-fous, puisqu'on n'a pas du tout j'ai pas du tout une vision générale sur ce qui se passe dans d'autres lieux, comme près de médiateurs qui sont là, ou des notaires, des avocats qui peuvent négocier là de manière totalement libre et sans cette présence publique. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'en parlait pas assez du droit familial. En fait, quand on distingue droit privé et droit public, il y a un des critères qui revenait souvent, c'était la question de l'intérêt général versus intérêt particulier. Certains disent l'intérêt général, c'est le droit public, l'intérêt particulier, c'est le droit privé. Et Paul Roubier, écrivait avec quelques dizaines d'années, c'est pas un bon critère parce que, par exemple, le droit familial mélange précisément des intérêts privés et des intérêts publics. Voilà, comme ça, c'est confirmé. Alors, j'invite Quentin à nous rejoindre ici devant. Donc, Quentin Landenne, qui est docteur en philosophie et licencié en sciences politiques, chercheur qualifié au FNRS, professeur invité à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Il donne des cours de métaphysique, de philosophie moderne et de philosophie des droits humains. C'est aussi un chercheur au centre Prospero, qui est évidemment ici, au SIEJ de Saint-Louis. Voilà. Certains pourraient trouver que c'était pas très sympa de terminer par une contribution sur Kant. Et c'est pas de connaître Quentin, ses qualités pédagogiques, qui doit vous démontrer que même un vendredi à 15h20, il y a encore moyen d'intéresser les gens avec un exposé sur Kant. Merci déjà Quentin pour ton exposé. Merci beaucoup Jérémy et merci pour ton invitation, l'organisation de cette journée. Alors effectivement, pour cette dernière intervention, je vous propose un petit retour en arrière dans l'histoire et aussi une petite montée en abstraction plutôt, puisque ma contribution vise à clarifier le sens de la summa divisio dans la philosophie du droit de Kant, que d'aucuns, à l'instar de Michel Tropper, désignent comme l'un des premiers philosophes modernes à avoir fondé en raison et systématisé la distinction entre droit privé et droit public. Si l'on suit la périodisation proposée par Jérémy dans son séminaire d'introduction, également dans son article dans le volume qui précède, Kant appartiendrait au moment de l'émancipation du droit public qui ouvre la voie à l'accession au statut de summa divisio au sens strict. Or, les usages répétés et significatifs que le maître de Königsberg a pu faire des termes publics et privés ne laissent pas d'être complexes, méandreux et parfois surprenants, voire difficiles, notamment quand il semble assimiler le droit privé à l'état de nature ou à un droit dans l'état de nature, comme cela avait été rappelé également dans la séance d'introduction. J'aimerais maintenant mettre au jour 3 fonctions différentes de la distinction public-privé dans la philosophie kantienne du droit, pour tenter de démêler ces difficultés et pour montrer que la summa divisio, si elle est bien une division du droit et pas simplement une division des juristes, n'en demeure pas moins mouvante dans ses significations. Cela nous permettra aussi de mieux comprendre le statut du concept de droit humain chez Kant et par là même d'ajouter une pièce au dossier de la catégorisation des droits fondamentaux comme relevant du droit public et ou du droit privé. Et on reviendra aussi sur les questions de droit subjectif que tu as abordées ce matin. La reprise la plus manifeste, la plus visible, la plus directement visible de la summa divisio chez Kant se trouve dans le plan de sa doctrine du droit de 1797, divisée en une première partie consacrée au droit privé et une seconde au droit public. Certes, cette division a déjà le mérite de fournir un cadre général pour mettre en ordre le droit positif tel qu'il existe. Mais au-delà de la question de ce qu'est le droit comme fait normatif empirique, le droit positif, ce qui intéresse Kant, c'est la question transcendantale du fondement a priori de la validité du droit, de ce que doit être le droit. La division prend alors une fonction plus fondamentale que celle d'une simple classification disciplinaire ou didactique. Si le concept de droit doit avoir une validité a priori, méta-empirique ou transpositive, comme disent certains, il doit se fonder sur le principe fondamental de la raison pratique. Pour
le philosophe idéaliste, ce principe est l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire le postulat théoriquement indémontrable mais pratiquement nécessaire, de l'autodétermination rationnelle du vouloir par une loi universelle. Ce postulat de la raison pratique appelle une série de distinctions épistémologiques. La distinction la plus large concerne les domaines d'application de l'autonomie de la volonté, selon qu'elle constitue la détermination interne ou intime de la volonté, c'est là le domaine de la morale, ou qu'elle opère comme la détermination externe de la volonté telle qu'elle peut se manifester ou se laisser contraindre à travers les corps, c'est là le domaine du droit. Ensuite, du point de vue sensible ou phénoménal, l'autonomie de la volonté se manifeste par les corps selon deux aspects distincts. Sous l'aspect de la pluralité des volontés individuelles unilatérales et bilatérales, c'est le libre arbitre des sujets de droit particuliers, ou sous l'aspect de la totalité des volontés collectivement unifiées ou omnilatérales, dit-il, pour traduire Al-Zaiti. C'est la souveraineté, soit la libre volonté d'un peuple institué en État. Cette dernière distinction des aspects de la manifestation sensible de l'autonomie de la volonté nous donne ainsi une première justification transcendantale, donc a priori, de la division entre droit public et droit privé dans la doctrine du droit kantienne. Les deux branches du droit structurent la distinction des aspects fondamentaux sous lesquels la liberté peut se manifester. Le droit privé encadrant la liberté comme pluralité des volontés individuelles, le droit public assumant la liberté comme totalité des volontés unifiées en un État souverain. Dans ce contexte, public et privé s'opposent donc comme les deux axes complémentaires de la relation juridique. L'axe horizontal de la coordination des arbitres particuliers entre eux, et l'axe vertical de la subordination des arbitres à la loi ou au souverain en tant qu'ils représentent la volonté générale. Pourtant, si une telle conception de la summa divisio, assez proche d'ailleurs de celle des juristes, est effectivement sous-jacente à la structure générale du texte, ce n'est pas cette signification structurelle que Kant lui donne dans l'introduction, où la première occurrence explicite de la division public-privé trouve une acception assez différente et pour le moins surprenante pour ces mêmes juristes. J'en viens à mon deuxième point sur votre exemplier. Après avoir rappelé que la doctrine du droit inclut d'un côté l'étude systématique du droit positif et de l'autre le système du droit pur ou du droit naturel, soit des principes rationnels immuables de toute législation positive, Kant pose que la division suprême du droit naturel oppose l'état de nature à l'état civil, qu'il ne faut pas confondre, comme le font beaucoup de commentateurs, notamment Michel Tropper, avec l'état social. L'état civil n'est pas égal à l'état social, car pour le philosophe allemand, même dans l'état de nature, il existe des formes de socialité, de normativité même, entre les individus. Or, étonnamment, Kant qualifie cette normativité propre à l'état pré-civil ou naturel de droit privé, réservant au droit public le statut de droit dans l'état civil, donc bürgerlich. Cette identification apparente entre droit à l'état de nature et droit privé a en effet de quoi surprendre, puisque, comme on vient de le rappeler, toute la première partie de la doctrine du droit, la plus longue d'ailleurs du traité, est consacrée au droit privé, et non seulement dans ses principes purs, mais aussi tel qu'il doit être consacré dans le droit positif, institué dans un état civil. C'est pourtant bien cette identification qu'on retrouve un peu plus loin dans le traité, justement au moment de passer de la première partie sur le droit privé à la deuxième partie consacrée au droit public. Kant y confirme que l'état de nature peut connaître une série d'interactions juridiques, ou, je dirais, normées, pour traduire gesetzmäßig, qui est conforme à une loi. Bon, ça ne suppose pas une loi, mais c'est conforme à une loi. Comme les liens conjugaux, filiaux, domestiques en général, ainsi que d'autres formes de transactions. Mais ces modes de socialité et de normativité ne sont, à l'état de nature, ne sont pas garantis par une loi commune et ne peuvent donc pas non plus s'imposer comme obligatoires aux individus. Au contraire, dans l'état civil, les rapports privés horizontaux, ceux-là même, donc les mêmes qui étaient déjà en vigueur dans l'état de nature, sont institués, garantis et protégés par une loi commune et publique. Ce n'est donc pas la matière des droits, donc ce n'est pas par ou dans la matière des droits que l'état naturel et l'état civil se distinguent, mais c'est par le statut de la légalité publique ou de la constitution propre à l'état civil. Or, ce statut public de la Constitution n'est pas une simple option facultative soumise à la libre appréciation des individus, comme le sont les interactions et liens du droit privé. Par exemple, le lien matrimonial, le mariage n'est pas une obligation qui s'impose à tout individu.
Ce statut public de la Constitution s'impose à eux, à tous les individus, comme une obligation, et même comme une obligation première du droit, comme l'obligation première qui s'adresse à tout être humain dans la mesure où il est amené à interagir avec d'autres humains. Cette obligation première, d'où dérive toute autre obligation, Kant l'appelle le postulat du droit public. Je le cite, vous l'avez dans l'exemplier, « Étant donné l'inévitable rapport de voisinage, tu dois, avec tous les autres, sortir de cet état de nature pour entrer dans un état juridique. » Fin de citation. Ce n'est pas que dans cet état juridique, ce n'est que dans cet état juridique et sous l'autorité de la loi que la différence entre le mien et le tien, qui est la différence ou l'opposition transversale du droit privé, peut être instituée, respectée et garantie. C'est donc le postulat du droit privé, soit l'exigence d'autolimitation réciproque des sphères de liberté individuelle, la différence entre le mien et le tien, qui requiert lui-même, qui appelle lui-même d'être complété par le postulat du droit public, soit l'exigence d'entrer en relation juridique en se soumettant à une loi commune. On comprend mieux ici le sens et la portée de l'équation droit privé état de nature. Ce n'est pas le droit privé en général qui est qualifié de droit naturel, mais à l'inverse, c'est le droit dans l'état naturel ou pré-civil qui est caractérisé comme droit seulement privé. Et ce pour deux raisons. Négativement parce qu'il précède l'institution publique du droit par la loi, en ce sens il est littéralement privé de loi, privé de loi commune au sens strict, c'est un jeu de mots qu'on peut faire en français mais pas en allemand, mais c'est le sens. Positivement, parce que ce droit ou cette normativité qui est en vigueur dans l'état de simple socialité correspond matériellement aux dispositions normatives du droit privé relatives aux interactions horizontales du droit de la propriété, du droit des contrats, du droit de la famille. C'est le même droit. Notons en passant que Kant semble ici reconnaître dans le droit privé les effets d'une sorte de normativité spontanée ou immanente à l'ordre social. Cette deuxième fonction de la division public-privé est davantage éclairée plus loin par la distinction entre droit provisoire et droit péremptoire. Dans l'état pré-civil, en l'absence de loi publique, les transactions privées, les acquisitions et les droits qui délimitent le mien et le tien ont certes une valeur juridique, mais cette valeur est uniquement provisoire, dit Kant. Seule l'entrée dans une constitution commune permet de donner à ces droits provisoires un statut péremptoire ou définitivement consacré et garanti par une justice publique. Cette distinction pourrait paraître purement théorique ou hypothétique s'il y avait un niveau d'interaction où l'état de nature n'est pas une simple hypothèse heuristique, mais une réalité persistante jusqu'à l'époque moderne et encore bien au-delà, soit les interactions entre les États. Ces interactions sont certes caractérisées par un grand nombre de dispositions normatives, comme les traités ou la coutume, mais leur statut juridique indéniable est toujours provisoire pour Kant, tant que le postulat du droit public ne s'est pas imposé à tous les États, substituant ainsi à l'état de guerre, plus ou moins latent entre eux, un véritable ordre juridique mondial. En attendant la réalisation du droit interne dans une constitution républicaine, le niveau horizontal du droit international dans une fédération des libres républiques et le niveau diagonal du droit transnational, le droit qui régule les interactions externes des États demeure un droit provisoire ou seulement privé, dit-il, bloß ein Privatrecht, au sens qui vient d'être indiqué. La distinction public-privé, c'est le deuxième sens de la distinction public-privé, a donc ici une dimension statique, une dimension non pas statique ou structurelle, mais une dimension dynamique et génétique, dans la mesure où elle décrit le processus de production du droit et son évolution progressive. Depuis le statut provisoire d'interaction juridique privée de la protection d'une constitution, et donc incomplète dans leur effectivité et leur validité, jusqu'au statut péremptoire, on pourrait dire aujourd'hui opposable des droits opposables et justiciables, que ces droits ne peuvent recevoir que dans le cadre d'un ordre juridique institué par une loi publique commune. Selon cette fonction dynamique de la distinction, il revient certes au droit public le rôle éminent de donner au droit tout entier sa forme accomplie, selon le principe de publicité de toutes les lois, mais ce droit public resterait vide sans le rôle préparatoire et anticipatoire du droit dit seulement privé, qui prend en charge dans sa juridicité provisoire les exigences du droit naturel ou rationnel avant qu'elles puissent être consacrées dans un ordre de droit public. C'est ainsi que, chez Kant, le concept de droit humain a à la fois un fondement matériel dans le domaine du droit privé et un fondement formel dans le domaine du droit public. Dans ses écrits juridiques, le philosophe allemand recourt régulièrement
au concept de droit humain, Menschenrecht, ou de droit des hommes, Recht der Menschen, mais aussi de droit de l'humanité. Et s'il utilise ce concept de droit humain le plus souvent au singulier, même s'il y a quelques occurrences rares de la forme plurielle, c'est parce qu'il ne l'entend pas comme une liste de droits subjectifs inaliénables et naturels, qui auraient une existence en soi, et que l'État n'aurait plus qu'à rendre positifs, tels qu'ils apparaissent par exemple formellement dans la déclaration de 1789, la déclaration française. Pour Kant, il n'y a stricto sensu qu'un seul droit humain, un seul droit inné, un seul droit originaire qui, je cite, appartient à tout homme en vertu de son humanité. C'est la liberté. La liberté en tant qu'unique droit humain, cette liberté originaire qui implique d'ailleurs, dit-il, également l'égalité innée de tous les humains et l'indépendance de chacun d'eux, cette liberté originaire constitue toute la matière requise pour établir les distinctions du droit privé comme le mien et le tien. Mais elle donne également la grammaire des principes purs rationnels du droit humain. Je cite, principe pur rationnel du droit humain, sur laquelle doit se baser toute constitution civile, soit la liberté de chaque membre de la société en tant qu'homme, l'égalité de celui-ci avec tous les autres en tant que sujet, et l'indépendance de tout membre d'une communauté en tant que citoyen. Je passe un petit peu. Ainsi donc, le concept kantien de droit humain ne relève-t-il ni seulement du droit naturel, puisque son effectivité exige l'entrée dans l'état civil, la souveraineté de l'État et la positivité du droit, ni seulement du droit positif, puisqu'il désigne en plus les exigences du droit rationnel comme étalon de mesure de la justesse normative du droit positif. De même que ce concept de droit humain ne se fonde ni seulement dans le droit privé, ni seulement dans le droit public, mais qu'il constitue, pour ainsi dire, la synthèse originaire des deux grandes branches du droit. J'en viens à mon dernier point qui sera plus court. Cette dynamique progressive du droit nous conduit enfin à la troisième fonction que j'identifie de la division juridique public-privé chez Kant, celle que recouvre l'opposition bien connue entre l'usage public de la raison et l'usage privé de la raison. Cette distinction ne recoupe sans doute pas directement celle entre droit privé et droit public, mais elle n'en demeure pas moins fondamentalement juridique, non seulement parce qu'elle repose sur le principe de publicité, qui a été établi comme la forme générale de toute loi véritable et la condition de tout état juridique, mais aussi parce qu'elle renvoie aux limitations légitimes ou non qu'on peut opposer à l'une des libertés les plus fondamentales, la liberté d'expression. Depuis son écrit sur les Lumières en 1784, Kant a posé le principe de publicité et l'usage public de la raison comme les moteurs les plus efficaces de la propagation durable des valeurs des Lumières. L'usage public de la raison, a dit Kant, celui qu'on peut faire comme savant devant le public qui lit, par opposition à l'usage privé, qui caractérise une activité rationnelle, mais dans le cadre d'un poste civil ou d'une fonction qui est confiée à un agent dans une communauté donnée, qu'il s'agisse d'un poste d'instituteur, de fonctionnaire ou de ministre du culte. Il est bien connu que Kant promeut un usage non restreint de la liberté de s'exprimer par écrit face au public, en tant que cette liberté de plume est l'ultime palladium, dit-il, le dernier refuge des droits du peuple face à un souverain injuste. Puisqu'il n'y a donc pas pour Kant de justification juridique possible du droit de désobéissance, de rébellion, ni a fortiori du droit de révolution, l'usage public de la raison, par la liberté d'écrire, est l'unique façon de critiquer et de tenter d'améliorer la législation en cours. Mais le rôle insigne de l'usage public de la raison ne signifie pas que son usage privé, caractérisé par des restrictions opposées à la liberté d'expression, serait pour autant méprisable ou négligeable. Au contraire, si Kant défend également la légitimité d'un usage privé de la raison, ce n'est pas simplement parce qu'il serait prudent face à la censure ou conservateur dans ses options politiques, mais c'est parce que le droit a en lui-même, outre sa tendance progressive et réformiste, une dimension prudentielle et conservatrice que prend en charge l'usage privé de la raison. L'usage privé de la raison n'a plus ici qu'un rapport analogique avec le droit privé, au sens où cet usage est déterminé par les règles d'une communauté limitée, qu'il s'agisse d'une communauté politique, sociale ou religieuse, et qu'on s'y comporte, dit Kant, comme dans une réunion de famille, à l'instar du prêtre dans sa paroisse, qui doit respecter le dogme de son église dans son activité pastorale, quoiqu'il puisse par ailleurs critiquer ce même dogme par écrit en tant que savant, faisant alors un usage public de sa raison.
Il est d'ailleurs piquant de remarquer que cette analogie familiale vaut en principe aussi pour le fonctionnaire, qui, dans le cadre de ses fonctions pour l'État, fait également un usage privé et non public de sa raison. Or, la mission générale de cet usage privé de la raison est de préserver la règle de vie commune, la règle de vie propre à une communauté, dans l'imperfection où elle se trouve à un moment donné, car tout imparfaite soit-elle, cette règle conserve l'intégrité juridique de cette communauté. Et c'est parce que cette fonction conservatrice est d'abord garantie qu'ensuite, l'usage public de la raison peut et doit travailler à perfectionner sans cesse la qualité légistique et la légitimité rationnelle des normes adoptées en les critiquant publiquement à l'aune de l'étalon normatif du droit naturel ou de l'idée du droit humain. La distinction entre usage privé et usage public de la raison renvoie donc à une troisième fonction de la division juridique privée et publique, une fonction critique, permettant de discerner les communautés fermées ou ouvertes devant lesquelles le droit peut être jugé. Dans son usage privé, la raison ne juge le droit qu'en relation aux règles, besoins, préjugés et attentes d'une communauté limitée, fût-elle la communauté politique limitée d'un État-nation, d'un État particulier, en étant restreinte donc dans son expression par de telles règles. Dans son usage public, la raison juge le droit en relation avec les besoins, exigences, attentes de la communauté humaine tout entière, telle qu'elle peut s'exprimer progressivement à travers les échanges du public qui lit et qui écrit à une époque donnée, en étant restreinte par rien d'autre que par l'idée rationnelle du droit humain et l'obligation de la réalisation lente et progressive d'un ordre juridique mondial. La fonction critique de la distinction entre les usages publics et privés de la raison permet ainsi d'articuler les dimensions réformistes et conservatrices du droit, soit d'intégrer les réquisites du droit humain dans la positivité du droit, sans prendre le risque de mettre en cause les fondements de l'ordre constitutionnel. J'en viens à ma conclusion. Les trois fonctions que Kant donne de la distinction public-privé, fonction structurelle, génétique et critique, nous montrent que celle-ci est à la fois nécessaire dans son principe au concept du droit et variable dans ses contours, puisqu'elle fait varier, ou puisque Kant fait varier, le sens même des termes privé et public à mesure qu'il en développe la dialectique. Pour le philosophe, cette distinction renvoie non pas à une séparation figée entre deux domaines ontologiques du droit, mais plutôt à une distinction évolutive entre les aspects opposés et complémentaires des relations juridiques ou des opérations des acteurs juridiques. La dite summa divisio n'est donc pas tant suprême au sens d'absolu et immuable que matricielle au sens où elle désigne d'abord une distinction transcendantale originaire entre les aspects de manifestation de la liberté, comme pluralité d'individus ou comme totalité du corps social, qui constitue ensuite un point de départ d'une série de distinctions dérivées, développées par analogie, par association, par extension, lesquelles peuvent s'avérer très utiles pour affiner ces contours et en suivre les sinuosités, voire les interversions ou les inversions de signes. Je vous remercie de votre attention. L'adjectif, je ne sais pas s'il existe. Il va falloir un peu réfléchir à tout ça.